Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de la troisième édition de Virtual Libre. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence c'est le vampire agent de subversion. Pour en parler avec nous, Morgan Stankiewicz. Alors je sais pas si j'écorche ton nom, je suis désolé. Oui, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est Stankiewicz. Stankiewicz. Voilà. Honte à moi, excuse-moi. Stankiewicz. Ben, je te laisse présenter je te laisse le soin de te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas. Alors, bonjour tout le monde. Je suis donc Morgane Stankiewicz. Je suis autrice, éditrice chez Noir d'Absinthe, maison d'édition qui publie dans les littératures de l'imaginaire principalement, donc fantastique, fantasy, SF. Et on a publié plusieurs livres de vampires. Bon, pas beaucoup encore, mais ça vient petit à petit. J'écris moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, qu'on va aborder aujourd'hui. Très bien. Eh bien, pour aborder ce sujet très complexe qu'est le vampire, on va commencer par une question assez simple. Jusqu'à quand remontent les origines du vampire? Alors, question simple. Je crois qu'il y a plus simple comme question parce qu'en fait, c'est. Question un peu enfin, je voulais dire question un peu basique, mais c'est vrai que ma langue a fourché. Non, t'en fais pas. Non, parce qu'effectivement, c'est une question assez complexe. C'est que le vampire, le mot en tant que tel, apparaît, je crois, dans les dictionnaires français au début. Donc, seulement au 18e, c'est basé sur les mots qui viennent des pays de l'Est comme oupir. Après, on n'est pas tout à fait sûr de l'étymologie. Par contre, le concept même du vampire, donc, la créature qui suce le sang et qui prend la vie mortelle, date au moins de l'Antiquité. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur le vampire et le mythe européen. Sinon, c'est vraiment trop vaste et je pense qu'il faudrait faire des analyses à chaque fois selon le contexte. Le vampire qu'on connaît le plus. Oui, ça remonte au moins à l'Antiquité. L'Antiquité. D'accord. Donc on va surtout se concentrer sur le vampire un peu typé Bram Stoker, vraiment le vampire tel qu'il a été imaginé par exemple en Roumanie. Non, non pas Roumanie, enfin tel qu'il est imaginé selon le mythe roumain de Vlad Tepes. C'est ça? Exact. Si tu veux, on peut faire une petite évolution du vampire à travers l'époque, comme ça je couvre un peu l'Antiquité aussi et les précurseurs. Ben vas-y. On parle aussi du vampire au Moyen Âge, parce que c'est aussi une période qui est très intéressante. Il n'est pas encore complètement formé. Et puis effectivement, ça se concrétise, ça se cristallise avec Bram Stoker, mais seulement à la fin du 19e siècle. Mm. Aujourd'hui, la base du vampire que l'on connaît, mais qui a beaucoup évolué par le passé, déjà on dit les élans sur la société, parce que quand on parle d'agents de subversion, ça va être ça dans le thème de la conférence, vraiment, c'est qu'on va voir d'un côté l'histoire du vampire, Mm. intéressant, mais aussi ce qu'il reflète sur la société et est-ce que le vampire, d'un point de vue contextuel, social et historique, pas simplement s'arrêter à la créature en tant que telle, qui est très intéressante, mais qui en dit aussi long sur les contextes dans lesquels elle a évolué. Bah, d'ailleurs, vu que le thème c'est justement agent de subversion et que tu veux essayer de rapprocher le vampire de la subversion durant cette conférence, petite question simple, comment tu définis toi la subversion? Parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup de manière assez différente, mais comment toi tu définirais la subversion? La subversion, à la base, c'est une action politique qui vise comment dire, à attaquer un pouvoir en place. Donc Hmm. c'est vraiment le mot même, je crois, qui vient de l'époque de Cicéron, en tout cas la traduction. C'était l'époque des pamphlets et des attaques par les mots contre le gouvernement. Donc la subversion, ça ne s'arrête pas à ça. Subversion, c'est agent de subversion, c'est donc un agent qui attaque le pouvoir en place. Et ça peut être un pouvoir politique, ça peut aussi être un pouvoir religieux, ça peut être à plein de niveaux différents, un pouvoir social. Donc c'est en quoi, grosso modo, dans cette séance, en quoi le vampire est une atteinte à la tradition, à la société, au pouvoir religieux, et du coup, comment est-ce que ce pouvoir en question réagit vis-à-vis du vampire? Hmm.
D'accord. Ça me mène du coup à la troisième question. Du coup, en quoi justement le mythe du vampire incarne selon toi cette subversion? Ça va vraiment falloir détailler parce que c'est à travers les époques. Donc, si tu veux, Bien je vais sûr, commencer la conférence avec l'évolution. Et puis, je toucherai ce point-là à chaque fois selon les époques, parce que ça diffère et ça change. je t'en prie. Vrai en l'Antiquité, c'est plus vrai pendant la chrétienté. D'accord. Donc, si tu veux, je vais faire l'évolution du vampire. Et surtout, tu n'hésites pas s'il y a des questions aussi, ou s'il y a d'autres questions aussi de la salle pendant ce temps-là et qui sont Mm. pertinentes sur le sujet en question. Toi, si c'est des questions généralistes, on les fera peut-être à la fin. Et puis, si c'est des questions qui sont vraiment sur l'époque ou sur quelque chose de précis, on peut interrompre, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Pour revenir aux origines du vampire, on parlait de l'Antiquité, donc plutôt l'Antiquité, on va dire, européenne et méditerranéenne. C'est là que moi je connais le mieux. On pourrait aussi parler d'Inde, d'Asie ou d'Amérique. Ce serait vraiment complexe. Il y a des vampires aussi dans d'autres cultures, créatures similaires en tout cas, qui s'appellent pas pareil, qui n'ont pas exactement les mêmes attributs, qui ressemblent beaucoup et qui ont des points communs. Si on D'accord. revient sur le vampire pendant l'Antiquité, ce sont souvent, du coup, qui s'appelaient pas encore vampires, mais ce sont souvent des créatures féminines. On a notamment le succube, qui commençait déjà à l'Antiquité, donc là, qui est une créature qui s'abreuve de l'énergie vitale, souvent de jeunes gens. C'est un point qu'on va retrouver dans toute l'histoire du vampire, cette question de s'abreuver de l'énergie vitale, soit par le sang ou autre. Le succube n'est pas forcément un vampire dans la même définition. Au début, c'est très flou, hein. Ce sont vraiment des mythes qui finissent par se cristalliser, mais on l'a dit, c'est seulement au 19e siècle que ça fait vraiment une image définie. Mm. Parce que là, c'était plein de mythes, de créatures différentes qui ont des attributs en commun et ont des thèmes en commun. Donc, il y a ce thème de l'énergie vitale, et puis un autre thème qui est important pendant toute l'Antiquité, c'est le thème de la dévoration des enfants. Mm. Ça notamment avec Lilith, Lilith qui est un personnage, enfin qui est à la base une divinité du Moyen-Orient, Mésopotamie. On sait pas grand-chose sur elle, mais qui est apparue après la traduction dans la tradition juive. Et Lilith, dans la tradition juive, est la première femme d'Adam, qui n'a pas voulu se soumettre à Adam, au pouvoir masculin. Donc là, on est encore vraiment dans la subversion, dans le non et dans de la rébellion. C'est un personnage qui s'est rebellé contre son époux et dans un sens contre la société, contre Dieu. En faisant ça, elle a été condamnée à dévorer éternellement ses enfants. Elle est souvent présentée, notamment dans la culture moderne, comme une mère des monstres, une mère des vampires, comme une divinité originelle et effrayante, et féminine. D'autres mythes, il y avait les Algouls qui aussi dévorent les enfants, les Striges, qui sont des créatures mi-ailées, mi-femmes, mi-oiseaux, qui aussi dévorent les enfants. Enfin, les Lamia, qui viennent d'une malédiction des dieux. Alors, je ne saurais plus dire qui, parce que c'est compliqué des fois de s'y retrouver. Mais c'est une créature aussi, cette fois serpentine, dévore les enfants, mais qui aussi séduit les jeunes gens et les attaque. Et on est dans cette même. On voit les deux mythes qui se rejoignent, à la fois l'enfant et la séduction. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que ces mythes-là, ils mettent aussi en montre le danger à la fois des relations sexuelles et de sortir du cadre du couple traditionnel. Parce que les femmes qui deviennent ces monstres ne sont pas les femmes qui respectent l'ordre établi, ce sont les femmes qui justement en sortent. Et quand elles en sortent, elles deviennent monstrueuses, elles deviennent dangereuses, elles dévorent leurs enfants. Ce sont vraiment des personnages qui deviennent très négatifs, effrayants. Message là, c'est ne sortez pas du rang, parce que si vous sortez du rang, voilà ce qui va vous arriver, vous allez tuer vos enfants, et c'est un message pour les femmes, pour les garder dans le rang. C'est aussi un message pour les jeunes hommes, souvent, ce sont pas forcément, enfin, ce sont quand même souvent les hommes dans des rapports hétérosexuels qui se font dévorer, pas toujours. Et dans ce cadre-là, c'est aussi le message à l'homme de ne pas se faire séduire et de prendre garde à la femme.
ça intervient dans ces sociétés antiques. On a justement un changement de paradigme petit à petit. On voit ça notamment chez les Celtes où c'est resté beaucoup plus longtemps, les pays nordiques aussi, où l'idée une déesse mère, d'une déesse nourricière a perduré plus longtemps. C'était des sociétés qui étaient plus égalitaires aussi les femmes, sans être égalitaires, sans être ni du matriarcat, ça reste du patriarcat, c'était plus égalitaire que les sociétés de Méditerranée. Le début du christianisme, vraiment patriarcal pour le coup. On a cette déesse mère d'antan qui est nourricière, qui est vue comme positive. En comparaison, on voit que là, il y a des mères qui sont corrompues, qui mangent leurs enfants. C'est le pire qu'une mère puisse faire, manger ses enfants. Bien sûr. On est vraiment dans cette opposition, dans cette transition culturelle au patriarcat vers après les religions du livre. Donc là, on abordera ça plus dans la partie sur le vampire chrétien. Ça montre déjà cette place sociale. Et les femmes faisaient peur déjà à l'Antiquité. Les Grecs, il y avait une grande frayeur des Amazones. On ne sait même pas si elles ont réellement existé. Là aussi, c'était perçu comme une menace pour Athènes, une menace de l'ordre établi. Là, quelque part, le vampire dans ses origines, qui est un vampire féminin, la plupart du temps, encore, c'est jamais des absolus, hein, tout ça, ce sont des tendances, mais un vampire plutôt féminin, et qui montre le danger des femmes, parce que soit elles sont jeunes, donc dans la première partie de leur vie, les séductrices, les hommes doivent prendre garde, et les femmes qui dévient, qui ne rentrent pas dans le rang, peuvent devenir des viles séductrices et d'évoluer. Après la mère, une fois qui est une mère soit positive, parce qu'elle est restée effectivement dans le cadre de la famille de la tradition, soit une mère négative, parce qu'elle en est sortie, et dans ce cas-là, elle dévore ses enfants, et ça peut être pris sur un plan métaphorique aussi, hein, dévore la société, et elle est vraiment une force du mal. Le mal n'est pas encore aussi présent et clair qu'après, dans le Moyen-Âge. On a cette notion-là. Déjà en l'Antiquité, il y avait une peur, et là on reviendra sur ce sujet parce qu'il est aussi très lié aux vampires du Moyen-Âge, des sorcières qui étaient déjà très présents. C'est la vieille femme qui est indépendante, tout aussi effrayante. De toute façon, quand on revient dans ces questions-là, la femme est toujours le personnage dangereux et on a cette opposition. Vraiment un vampire qui est dangereux, qui séduit, qui peut séduire les jeunes hommes, mais il faut surtout pas, parce que si les jeunes hommes se font séduire, si les femmes sortent du rang, on a des enfants qui peuvent aller dans un sens, comme je le disais, plus large que simplement les enfants au sens physique. Déjà suffisamment horrible. Voilà un peu pour une interprétation, en tout cas, du mythe dans l'Antiquité. Donc, les précurseurs du mythe, hein, parce que c'est pas encore le vampire, et ça donne déjà une idée. Donc on est vraiment sur le monde en tant que avertissement de ce qu'il ne faut surtout pas faire et de garder la société traditionnelle. D'accord. C'est en ça qu'on a cette opposition dont on parlait de subversion, le pouvoir traditionnel qui est en place, installe, qui est patriarcal et qui ne veut pas, qui a peur des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire moins européenne et depuis très longtemps. C'est pas venu avec le christianisme, même si ça a été développé à ce moment-là. D'accord. Je sais pas s'il y a des questions, que ce soit toi ou d'autres personnes à ce moment-là, si on embraye après sur son évolution. Écoutez, on peut vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question par rapport à au précurseur du vampire dans l'Antiquité? Par rapport à ce qui a été dit. Personne n'a l'air de vouloir se dévouer, donc... C'est que j'ai été clair, de toute façon, les questions, on pourra y répondre à la fin aussi, donc s'il y en a Oui, qui... bien sûr. En général, c'est ce qu'on fait, les questions, on les réserve pour la fin, du coup. En tout cas, c'est ce que j'ai tendance à faire durant les conférences. Du coup, ça c'était par rapport à ce que l'Antiquité, et par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, on change de socle là, on va s'intéresser vraiment aux vampires du Moyen-Âge. D'accord. Donc,
le vampire, pour le coup, avec un filtre plus chrétien. D'accord. Parce que on sort du polythéisme, on voit qu'il y avait déjà ces créatures déjà négatives, on rentre dans le monothéisme. Hmm. Et dans le monothéisme, où on a une vision de l'univers qui est différente, avec cette différence entre le paradis, entre Dieu, ce que que Dieu donne pour les hommes et les hommes qui aspirent à aller au paradis, et puis la tentation du diable, et du coup des enfers qui ne sont pas eux dans leur vie en enfer. C'est une notion, c'est évident, mais c'est une notion qui est importante pour comprendre la suite et pour comprendre le Moyen Âge d'un niveau des créatures, que ce soit les vampires, les autres créatures ou les sorcières. Donc, un vampire, qu'est-ce que c'est à ce niveau-là? Des interprétations que j'ai trouvées, si c'est la seule. Le vampire est une sorte de fantôme revenant de mort-vivant et revenu des enfers et qui a un corps. C'est une différence avec des morts-vivants qui n'ont pas de corps comme les fantômes ou les spectres. Hmm. Ce corps doit s'alimenter et il s'alimente en sang. D'accord. On rentre déjà dans une définition du vampire un peu plus proche de ce qu'on a. Oui. Encore une fois, c'est un peu flou parce que il y a plein de légendes différentes, d'autres créatures qui sont proches encore du vampire à l'époque. Le succube, par exemple, est très très proche encore, hein, cette créature nocturne qui vient la nuit s'abreuver de l'énergie vitale, vraiment sur sur la même thématique. La notion intéressante avec le sang, alors au moins dans le christianisme, je crois aussi dans le judaïsme, je connais moins l'islam, et est associé à l'âme. C'est pour ça que dans le judaïsme, bêtise, on ne peut pas consommer de sang animal. Ça fait des interdits alimentaires. Le sang est un vecteur de l'âme. Et ça se retrouve vraiment dans le christianisme avec l'Eucharistie. Que pour apporter, apporter le salut à l'humanité, Christ donne son sang. Hmm. On est vraiment, et c'est ce qu'on reproduit pendant l'Eucharistie, avec le vin qui est le sang du Christ et l'hostie qui est sa chair. Donc il donne à l'humanité à l'humanité le sang, l'âme pour la purifier, pour que l'humanité puisse aller vers le paradis. C'est aussi simple que ça, parce que qu'il y avait les tentations du diable, et les gens doivent être pieux pour aller dans ce paradis, au moins dans la notion du Moyen-Âge, du christianisme. Le vampire est, dans ce cas-là, une antithèse du Christ, parce que le vampire nourrit du sang. Et en cela, non seulement il tue les personnes, ça encore, alors ça c'est une interprétation, mais je me dis que c'est peut-être pas si grave que d'avoir un monstre qui tue des gens au Moyen-Âge. On est à une époque où la peste pouvait emporter énormément de personnes, où l'espérance de vie était très faible, où la vie des ceux qui n'étaient pas nobles ne valait pas grand-chose. On n'avait pas la même notion de l'importance de la vie humaine au Moyen-Âge qu'on l'a aujourd'hui. C'est assez récent, de la vie humaine. Par Bien sûr. contre, il y a une importance fondamentale sur l'âme. C'est-à-dire que l'âme, si la vie humaine est perdue, mais que l'âme va au paradis, c'est pas grave dans la conception chrétienne. Bien sûr. Et là, ce que fait le vampire, c'est que il empêche d'aller au paradis parce qu'il dévore l'âme. Là, du coup, c'est effrayant. Hmm. C'est là que ça devient un monstre. Peur. Encore une fois, là, ce sont des interprétations, et ce sont aussi des interprétations personnelles sur comment moi je vois les choses. C'est pas forcément dit que que tous les personnes qui ont étudié le sujet aient la même idée. Donc voilà, tout ça, je préfère le dire, c'est de l'interprétation. D'accord. Euh, Vampire, dans ce cas, est un agent du diable. Quand on voit cette notion, et les créatures d'antan sont finalement des agents du diable et du mal. C'est quelque chose qui était intéressant dans un livre de premier. Je reviendrai sur ce personnage qui est intéressant, qui était le premier roi d'Écosse et d'Angleterre, au XIe siècle, écrit la démonologie, une sorte de guide euh, pour chasser les créatures du malin. Un peu comme le Malleus Maleficarum, qui était orienté
sorcière et qui est vraiment, pour le coup, européen. La démonologie est un texte similaire, beaucoup moins étudié en revanche. D'accord. Donc, dans cette démonologie, James Ier évoque notamment toutes les créatures féeriques, sont importantes parce que on se resitue dans le contexte. C'est quelqu'un qui a grandi en Écosse. Et il dit que, que ces créatures du petit peuple, en fait, sont négatives et sont des agents du diable, même si elles ne le montrent pas. Hmm. Là, on réinterprète le passé en mettant tout du côté, c'est le diable. Ça simplifie un peu l'équation. Et ça permet aussi d'intégrer des mythes plus anciens et des mythes différents dans ce cadre bien-mal, vraiment, la opposition entre Dieu et entre le diable. Donc là, on se rejoint beaucoup quelque chose qu'il y a eu au Moyen-Âge, c'est les chasses aux sorcières. Donc il y a un lien vraiment fort entre la thématique du vampire et des sorcières. Alors, comment est-ce qu'on devient vampire souvent? Et en ayant été criminel dans sa vie, on peut devenir vampire si on a été roux, si on a fait des actes qui sortent encore une fois de la norme. Donc, on a encore cette vision c'est une punition aussi. Donc, attention de ne pas sortir de ne pas sortir des clous, c'est dangereux. Donc, les sorcières qui ont eu énormément de chasse, et alors énormément de chasse. Les chiffres sont pas évidents à situer sur ce cas parce que des procès de sorcellerie, il y a plusieurs dizaines de milliers de femmes qui ont été tuées pendant les procès en Europe au Moyen Âge. Et aussi aux Notamment, États-Unis. aux États-Unis, c'est venu après. C'est Oui, venu au XVIIIe siècle, je crois. exact. C'est encore postérieur. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Je n'ai pas les chiffres pour les États-Unis. Je sais qu'il y en a eu. Il y a eu Salem notamment. Hmm. C'est la même chose. C'est la même idée. Et c'était de toute façon les puritains, les mêmes qui chassaient les sorcières. Exact. Avait cette notion-là. Alors là, je pourrais pas donner bien le contexte, donc je vais pas essayer de vouloir dire de bêtises. Il y avait des inquisiteurs justement au Royaume-Uni, c'était des gens extrémistes, une sorte de puritains aussi, et qui ne reflétaient pas l'opinion générale et qui allaient beaucoup plus loin et qui ont finalement été excommuniés. Alors je ne sais plus si c'est de l'excommunication, s'ils étaient protestants ou non, donc je veux pas dire de bêtises. On avait aussi ces notions-là. Tout le monde n'était pas dans la même optique, même au Moyen-Âge. C'était pas si simple que ça. Vraiment une hystérie collective à un moment donné. Elle change selon les endroits, elle change un peu selon les époques, elle n'est pas pareille. Et il y a eu des gens qui étaient et, euh, plus extrémistes que d'autres. Et, les mêmes qu'on retrouve un peu aux États-Unis avec ce puritanisme. Hmm. Encore une fois, c'est contre la femme. Et pourquoi la femme encore là aussi? Parce que il y a on retrouve ce qu'on disait sur Lilith, encore plus marqué avec Ève. Et c'est le premier passage vraiment de la Bible, c'est la Genèse, où Ève, Ève et Adam qui sont dans le paradis, dans le jardin d'Éden, et puis Ève se fait tenter par le diable, et elle mange un fruit interdit que Dieu avait interdit. Elle pousse encore pire que ça, Adam à faire la même chose et ils sont exclus tous les deux. Mais c'est elle, la pécheresse originelle. Et ça, c'est important. C'est elle qui a cédé au diable avant et c'est elle qui a tenté. On revient, c'est tout à fait ce qu'il y a au Moyen-Âge sur la notion de tentation. La Hmm. notion de la femme est une tentatrice et l'homme doit résister. Que si l'homme ne résiste pas, eh ben l'homme ne va plus au paradis, il va en enfer. On a justement cette notion monstrueuse. Et là, on revient à cette notion, et c'est en ça que le lien avec les sorcières est assez proche du vampire, parce que ce sont les mêmes conceptions et les mêmes peurs du diable et de l'enfer qui poussent vers le peur du vampire comme de la sorcière. D'accord. Qui devient vampire aussi, j'en ai parlé, mais on a aussi des personnages, et tu l'as mentionné tout à l'heure, Vlad Tepes. Alors je ne crois pas que Vlad Tepes était vu comme un vampire à l'époque où il a existé. Vlad Tepes, hein, qui a inspiré Bram Stoker pour son Dracula, C'est ça. un prince de Valachie, donc en actuelle Transylvanie, et qui a lutté les Turcs, qui a eu et du coup, qui a lutté de manière violente. Hein. On l'appelait Vlad l'Empaleur parce que empalé, je crois que c'était des dizaines de milliers de personnes. Il avait un pouvoir féodal très fort.
Justement, j'avais cru lire justement certains articles qui parlaient de Vlad Tepes comme un guerrier. Ils ont dit que ce n'était pas un vampire. Il y avait une rumeur qui disait qu'il buvait le sang de ses victimes, mais ça n'a jamais été réellement prouvé. Mais c'était surtout son côté tyrannique qui avait inspiré pour le personnage de Dracula. C'est ce qui avait été dit dans cet article que j'avais lu. Mais je Et crois que ça me surprend que c'est ça. Mais Vlad Tepes était déjà mal vu à l'époque. Mais pourquoi est-ce qu'il était mal vu? C'était une question politique. C'est que ce qu'il faisait, Vlad Tepes, alors il y a ces histoires, il y a des légendes autour de lui, hein, notamment l'histoire où il aurait mis une coupe au milieu du village, prouver que on ne le volerait pas, et personne n'a jamais volé la coupe parce que les gens avaient trop peur de pouvoir, enfin, les gens en or, je sais plus, les gens avaient trop peur de la punition. C'était un ordre absolu chez Vlad Tepes. Donc là, on est loin de la subversion, hein, c'est même l'inverse. Et Vlad, hein, qui a d'ailleurs grandi dans l'Empire ottoman, prisonnier de guerre au début, hein, qui est rentré chez lui, qui avait la haine des Turcs et qui a lutté farouchement contre eux. Voilà un personnage historique pour le coup. Ces légendes comme quoi il aurait aussi c'était un marchand qui se plaignait de l'odeur avec les pales. Et puis, Vlad Tepes, pour pas que le marchand soit incommodé, l'a empalé, mais un peu plus haut. Voilà, il y a plein de légendes autour de Vlad Tepes. Et on ne sait pas aujourd'hui si elles n'ont pas été colportées dans un but de dénigration politique, que il y avait une partie du monde qui était vue, enfin, la Hongrie avait des visées dessus. Et Vlad Tepes a eu des différends avec, ça devait être l'empereur, je ne sais pas si c'était un roi de Hongrie ou un empereur à l'époque, et il y avait des différends politiques. Parce que ce qu'il était comme personnage, il y avait d'autres seigneurs, on était en époque féodale, ça existait ailleurs, ça a vraiment été a priori, on l'a diabolisé en quelque sorte, parce que vampiriser c'est venu plus tard, pour aussi faire peur et montrer que c'était un ennemi et que c'était une question politique. Dire qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas eu un règne terrible, mais forcément plus terrible que d'autres. Un autre personnage qui est intéressant, un peu à la même époque et le même endroit, c'est la comtesse Bathory, la comtesse sanglante, exact. une femme de noble, enfin noble, hein, du coup, comtesse qui est veuve, et qui, soi-disant, dans son château, de son manoir, aurait eu le sang de nombreuses, ou se serait baigné dans le sang, pardon, de nombreuses victimes pour garder la jeunesse éternelle. Là aussi, il faut le recontextualiser. La comtesse Bathory, la comtesse sanglante, comme on surnomme, est une femme qui était veuve et qui voulait conserver son pouvoir plutôt que de se remarier. Ne plaisait absolument pas à la noblesse autour. C'est pas aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé, s'il y a vraiment eu des meurtres ou quoi que ce soit. De toute façon, la légende est très probablement exagérée. Elle avait aussi, elle a été exagérée pour des questions politiques. Ça paraît évident quand on voit le contexte historique. Et voilà, on est dans ces personnages qui après passent à la postérité comme vampires. Et c'était plus ou moins des accusations politiques qui sont restées depuis l'époque, ce qui est quand même intéressant parce qu'on ne connaît pas tant que ça de personnages historiques des pays de l'Est en France en général, et on connaît ces personnages qui sont attribués, qui ont les attributs du vampire dans la postérité. Il y a d'autres personnages, hein. En France, il y en avait notamment Gilles de Rais, qui est un personnage beaucoup moins glamour que Bathory ou Vlad Tepes, et tuer des enfants et violer, enfin, je sais plus tout ce qu'il a fait. C'est considéré souvent comme l'un des premiers tueurs en série. Dans l'histoire des tueurs en série qu'on peut cibler, c'était des tueurs en série qui le faisaient par goût du meurtre plus que par intérêt. C'est un personnage aussi qui était attribué de vampire au Moyen-Âge. On est vraiment sur des personnages qui sont très polarisants et être. Donc cette punition de vampire, finalement, ça permet de justifier, de montrer leurs actes les plus horribles. Hmm. Pour en revenir un peu à Vampire au Moyen-Âge, un peu plus globalement, on a fait une petite aparté, mais je pense que c'est intéressant de parler de ces personnages. Vu qu'on abordera, à mon avis, plus tard le sujet de Bram Stoker, c'était essentiel que tu l'abordes, oui. Oui, oui. Mais du coup, on voit que le vampire perturbe l'ordre divin. Et là aussi, on est dans la subversion, plus religieuse. Cette Antiquité, c'était quelque chose à la fois de religieux, mais surtout de social.
Là, c'est quelque chose de religieux. C'est que le vampire, il arrive et il peut détourner l'âme, il peut corrompre, hein, et c'est la peur de la subversion qui est aussi importante au Moyen Âge. Une notion qui est intéressante que j'avais discutée avec Jacques Sirjean, qui est un vampirologue de Paris qui a le musée du vampire. Donc si ça intéresse des gens de passer sur Paris, il va bientôt rouvrir. C'est un Un endroit qui est vraiment... vampirologue? En tout cas, il étudie vraiment le mythe du vampire. C'est sa profession. Ouais. Des conférences, il anime un musée du vampire. Et, donc c'est vraiment son métier en fait. Ok, Vampirologue, ça se prête très bien. c'est cool. Donc son musée du vampire est vraiment génial. Alors il a fermé, il va rouvrir. Moi j'avais vu l'ancienne version, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ça devrait être un peu plus grand. Et donc voilà, je l'avais pu le rencontrer. Il avait parlé de vampire aussi. Très intéressant. C'est pas quelque chose que j'avais identifié moi. C'est un monstre gentil qui fait pas très peur au final. Parce que le vampire a plusieurs intérêts. D'abord, comme le succube, il permet de dédouaner de la responsabilité. Hmm. Donc la tentation est externe et monstrueuse. C'est une créature du diable qui tente. Et notamment le. Alors ça, c'est surtout vrai avec le succube, mais qui est aussi une forme de vampirisme à l'époque. Succube qui vient la nuit et le pauvre homme ou la femme, quand c'est le cas d'un incube, ne peut résister à la tentation et, et, et c'est une attaque du diable. Une bonne justification pour la masturbation et quelque chose de complètement honni par l'Église à l'époque, parce qu'on ne peut pas perdre la graine. C'est un acte vraiment mal vu dans l'Église du Moyen Âge. Du coup, bah, c'était pas finalement, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste le succube qui est venu, qui avait les attraits d'un fantasme, et puis ça permet d'avoir de dédouaner vraiment et de se déculpabiliser. C'est aussi une créature qui a une utilité à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était aussi populaire, parce que de être responsable d'actes qui ne sont pas dans la morale chrétienne. L'autre point qui est intéressant, c'est que le vampire, souvent, qu'est-ce que c'est aussi? C'est un être qui a été enterré, mort, et puis qui revient et qui séduit et qui est là. Il y a aussi ce côté rassurant du retour de l'être aimé quelque part. On trouve vraiment dans le XVIIIe siècle. Et où finalement, qu'est-ce que c'est que le vampire quand on se pose ces questions-là? C'est un être aimé qui peut revenir, qui peut faire des promesses d'immortalité. C'est montrer de manière beaucoup plus factuelle l'immortalité que l'immortalité de l'âme. C'est une créature qui est aussi très facile à tuer parce que oui, elle fait très peur, oui, elle apporte la mort, mais il suffit de trouver son tombeau, de lui mettre un pieu et c'est fini. Mm. Pas si effrayante que ça, le vampire. Selon les légendes, il peut venir la nuit ou pas, ou il peut pas venir le jour. Enfin, on peut lui faire un peu ce qu'on veut comme interdit, et il peut pas traverser des rivières, il est repoussé par l'ail, il est repoussé par les crucifix, il est repoussé par un peu tout ce qu'on veut, ce qui fait que quand on se pose cette question-là, c'est pas si dangereux, et c'est un personnage que avoir près de soi qui revient, qui nous rassure sur l'existence d'une vie après la mort, qui nous rassure sur le devenir des êtres aimés, qui répond à des fantasmes. En même temps, quand on veut s'en débarrasser, il suffit de ressortir la croix. Exact. Il y a une notion. Donc ça, c'était très intéressant comme point que j'aimais bien aussi, qui permet une justification de beaucoup de choses. C'est pas seulement un personnage et un monstre. S'il est populaire, et ça, on verra vraiment ça dans la popularité moderne, parce que c'est un peu similaire, parce qu'il a des attributs monstrueux, mais il n'est pas si affreux que ça. Mm. C'est une notion qui est intéressante. Donc voilà un peu pour le vampire du Moyen Âge. Encore une fois, qui est un vampire multiple. Il change aussi selon les régions du monde, selon les époques. C'est jamais aussi simple que ce qu'on dit là. Là, on résume des siècles d'évolution de légendes parallèles. C'est très complexe. On n'aura jamais une vue d'ensemble et très précise du vampire. D'accord. Chose qui est intéressant après, c'est que si on avance de quelques temps, on arrive à l'ère des Lumières. Et à l'ère des Lumières, dans le XVIIIe siècle, il y a une résurgence du mythe du vampire qui s'était un peu tu. Et il y avait beaucoup de personnes, de traités de livres, qui se sont intéressés aux vampires en tant que mythe, hein, pas encore en tant que littéraire. Ça arrive après. Bien sûr. En tant que mythe, c'était très intéressant. Il y a des Lumières qui ont essayé de justifier comment est-ce que pouvait être un vampire, qu'est-ce que
le prisme du raisonnement scientifique. Donc, en même temps, à l'époque, à l'apogée de ces lumières, du raisonnement scientifique, où c'était vraiment vu comme un absolu ce raisonnement, en même temps une augmentation comment dire, de la superstition liée aux vampires. Il y a eu des chasses aux vampires au XVIIIe siècle. Encore, des chasses aux vampires sont beaucoup moins effrayantes que les chasses aux sorcières. Les chasses aux sorcières, ce sont des femmes. Dans 90% des cas, il y a aussi des sorcières hommes qui ont été brûlées. C'est vrai. Et c'est souvent, surtout des femmes, et notamment dans la version européenne, hein, le Malleus Maleficarum, est vraiment l'accent sur les femmes. Ce sont les femmes qui sont le mal et qui doivent être tuées. Vraiment enfin, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment cette notion que la perversion et la subversion vient par la femme dans le Malleus Maleficarum, donc qui est le livre, vraiment le marteau de la sorcière, qui a guidé l'Inquisition en Europe. Différent encore en Écosse, où la femme est plus faible parce que, avec sa nature, elle peut se faire tenter plus facilement. Mais ce n'est pas la seule. C'est un peu plus nuancé, même si ça reste misogyne. Vraiment, il y a cette notion-là. La chasse aux sorcières était terrible, hein. On parle de dizaines de milliers de morts, voire de millions de morts, c'est sûr. Soit entre les procès, les crimes qui n'ont pas eu lieu en procès. Et que les chasses aux vampires, c'est beaucoup plus simple parce que ce sont des chasses qui se passent dans le cimetière. Donc, ce sont des gens qui vont dans les cimetières pour voir si un corps est bien conservé. Ces histoires de mangeurs de suaire aussi, ou les ongles qu'on poussait, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui explicables qui montrent pourquoi un corps pouvait se conserver. Pourquoi est-ce que les vampires mangeaient par exemple leur suaire, donc le drap mortuaire. Ce sont des mécanismes humains de mort, quoi, de la décomposition. Et puis il y a des corps qui sont mieux conservés que d'autres. Donc, ça a un peu enflé sur le vampirisme. Donc les chasses ressemblaient à ça, hein, déterrer des corps et puis leur planter un pieu. Donc et ça leur faisait peur à l'époque, mais c'était quand même beaucoup moins. Les conséquences sont beaucoup moins importantes que les chasses aux sorcières. C'est pour ça aussi qu'on en parle moins. Bien sûr. Après le 18e, on a une arrivée, enfin même pendant le 18e, dans la littérature. C'est là que ça devient intéressant. On a notamment de la poésie d'abord, donc d'abord une littérature romantique, donc avec de la poésie. Goethe qui a fait La fiancée de Corinthe. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que sinon ça va être très long comme conférence. On a aussi Keats, donc un auteur anglais, Baudelaire, Gautier qui ont parlé de vampires, principalement de femmes vampires, encore une fois. On revient à l'origine du mythe. Le premier vrai roman de vampire, c'est de Polidori, qui a été longtemps attribué à Lord Byron d'ailleurs, notamment dans la traduction en France. Du coup, là, qui est le premier à nous présenter vraiment une histoire de vampire. À ça, on a eu La Morte amoureuse qui a suivi, de Gautier, de Théophile Gautier, encore une fois, et Carmilla de Le Fanu. Donc, on a quand même deux personnages féminins sur trois, enfin, deux vampires féminins sur trois dans les débuts de cette littérature qui nous arrive. Après, il y a plein d'autres livres, hein, sur les vampires qui sont sortis, certains qui ont été oubliés, il y a pas mal de choses. C'est pas à ça. Ce sont vraiment parmi les premiers. On a encore cette notion d'histoire d'amour tragique et de sensibilité romantique. Donc, le vampire est malfaisant, mais c'est plus quelque chose de triste en fait dans ces textes. Et de personnes qui tombent amoureuses souvent les protagonistes qui tombent amoureux de la mauvaise personne, des relations avec une personne néfaste, comme Carmilla par exemple, porte quand même déjà le côté. Carmilla est proche d'un texte lesbien sur la relation entre les personnages, la victime puis la vampire, ce qui est au 18e, ce qui est assez novateur. Voilà, on a ces histoires tragiques là qui mélangent beaucoup l'éros et le thanatos, donc le danger de la mort qu'on a dans l'amour, et qui emprunte vraiment cette sensibilité romantique et intéressante. Et ce sont des tabous, l'éros comme le thanatos. Le vampire, quelque part, incarne aussi des tabous. Il est toujours vaincu, hein, dans ces textes, toujours montré comme malfaisant, s'en éloigner. On sent l'attrait des romantiques pour ce monstre dangereux.
Mhm. pour, ce, pour l'attrait, voilà, ce mélange de la mort et de la passion. Et puis, on en arrive, alors avec d'autres textes au milieu, mais on ne va pas les aborder, à Dracula. Et Dracula, c'est un texte qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Bah, déjà, il reprend des mythes, notamment d'Europe de l'Est, puis il les consolide. Le personnage de Dracula est un peu un syncrétisme de différents mythes, hein. C'est vraiment le vampire par excellence à ce moment-là. Et avant lui, dans la littérature, les vampires, certains marchaient au soleil, d'autres non. Il n'y avait pas toutes ces contraintes. Et avec Stoker, ça devient vraiment le vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que Stoker est un individu qui est vraiment dans l'ère victorienne, une ère rigide, moralement, socialement, avec de grandes disparités, et avec un côté aussi, bah, la morale victorienne. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est puritaine à ce niveau-là, mais en tout cas qui est vraiment normée. Faut absolument pas sortir des rangs à l'ère victorienne. Vraiment, c'est très important. Tout est une question de subtilité et il y a cette résurgence c'est très manichéen comme époque. Dracula s'intègre enfin, bien dans cette époque manichéenne. Dracula est un vampire, c'est le mal, Dracula. Et un agent du diable, comme à l'époque du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'avant, quand on voit la morte amoureuse de Gauthier, Marie-Monde, donc la vampire, elle émeut quelque part. Elle dévore son amant petit à petit, mais elle ne lui en prend pas trop, parce qu'on sent qu'il y a une affection quand même. Alors c'est malsain, finalement elle finit par être détruite parce que c'est malsain, mais elle n'a pas envie de le blesser, de lui faire du mal. On sent qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence, qu'on retrouvera beaucoup dans l'ère moderne, et déjà dans cette sensibilité romantique. Ce n'est pas du tout le cas sur Dracula. Dracula, il y a le bien et le mal. Le mal qui est vraiment ce vampire tentateur. Quand il tente Nina, l'héroïne, il s'attaque à Lucie aussi, hein, qui tombe sous son joug. Donc deux femmes, il s'attaque par des femmes, encore une fois, on en revient là. D'ailleurs, ses fiancées, ce sont des femmes. Euh, Nathan perd un petit peu le pied, mais finalement, il finit par revenir. Donc voilà, on a vraiment des personnages où c'est la faiblesse féminine contre la tentation. Tentation du diable, hein, c'est vraiment un archétype Dracula à ce niveau-là. Il est finalement vaincu par Van Helsing. Van Helsing qui incarne quoi? Qui est un homme âgé, la sagesse, la théologie. C'est un théologien. Il utilise pour vaincre Dracula non seulement la raison, mais aussi la religion. Il utilise des hosties, il utilise vraiment voilà, c'est ce retour à ce manichéisme moyenâgeux, et c'est la religion et la piété vint le monstre qui vient de l'Est. Aussi, ça permet de faire un parallèle. Ce monstre qui vient de l'Est, on voit dans Dracula quels sont les monstres. Il y a des femmes qui sont victimes et qui sont aussi tentatrices et qui mettent en danger la société, notamment Lucie. Et on a aussi cette peur de l'étranger, parce que le vampire est très pratique. Le vampire est globalement le monstre. Voilà, c'est l'image du monstre qui est très pratique là-dessus. Il permet de justifier l'ostratisation de personnes. En leur apposant le sceau de la menstrualité, on les marginalise. Le vampire est aussi souvent peur seulement des femmes, mais aussi de l'étranger, des criminels et de ce qui dérange, en fait. Là, on voit que c'est vraiment un agent de subversion qui est extrêmement combattu, et on voit dans Dracula, il est combattu, il est vaincu, hein, de manière définitive. Dracula dénonce aussi en partie les mœurs de l'époque. On voit notamment le côté un peu trop charnel des personnages, hein. C'est vraiment une dénonciation là-dessus, même si on le voit jamais dans le texte, on le voit plus dans les films. Dans le texte, c'est très dans le couvert victorien, on le voit, il dépasse du texte. Et il y a cet infanticide notamment
qui apparaît. Donc, je crois que ce sont les fiancés, enfin, les femmes de Dracula qui dévorent un nouveau-né. Visiblement, lui leur apporte vraiment des nouveau-nés. On rentre dans la dévoration dont on parlait à l'Antiquité. Intéressant ce mythe là-dessus parce que on rentre vraiment toujours dans les mêmes thématiques. L'infanticide dans l'Angleterre de Stoker est quelque chose de très très fréquent. Alors je sais plus comment il faisait à l'époque. Il déposait pas les enfants non voulus dans la rue en espérant qu'ils soient pris ou non. Enfin, il y a une recrudescence d'infanticide à l'époque victorienne. Donc, et quand on dit dénonciation des mœurs, il y a aussi des personnages à l'ère victorienne. Donc là, des personnages, enfin, des personnes qui, quelque part, ne rentrent pas du tout dans le rang. Et c'est aussi un côté subversif, notamment avec le dandysme, côté héritier du romantisme. On a notamment un personnage qui est fascinant là-dessus, c'est Oscar Wilde. Wilde qui, dans son portrait de Dorian Gray, qui touche pas au mythe vampirique, mais qui n'en est pas très très loin. Ce mythe, on est toujours sur le monstre. Juste la personne de d'Oscar Wilde qui dénonce l'hypocrisie de la société victorienne et qui s'y attaque de manière frontale et qui est un peu un anti-stalker dans ses textes. Dorian Gray est beaucoup plus subversif que Dracula en tant que texte. Et voilà, c'est un héros. C'est un personnage qui est de sensibilité, d'humanité et enfin, pas mauvais, qui fait des mauvais choix, s'enfonce dans ses mauvais choix et qui devient quelque part mauvais, mais il n'est pas jugé tant que ça dans le portrait de Dorian Gray, contrairement à Dracula où Dracula prend le mal. Et pour en revenir sur Oscar Wilde et pour finir sur lui, il a aussi écrit une pièce de théâtre, Salomé. Salomé qui est un personnage biblique qui est souvent représenté dans le judaïsme. Alors je me souviens plus toujours de l'histoire en entier, mais c'est son mari ou son père qui coupe la tête et elle la porte sur un plateau. Il y a beaucoup de portraits de C'est son Salomé, père. son père. C'est ça. Donc voilà, c'est un personnage encore une fois corrompu, hein, très mauvais, ouais, Salomé dans la religion. Oscar Wilde l'a écrit pour Sarah Bernard, autrice française qu'il aimait beaucoup, qui est aussi une fois un personnage très intéressant parce qu'elle est une des premières grandes stars avant le cinéma, qui faisait des tournées outre-Atlantique, et qui était connue, alors on sait à quel point c'est vrai, mais a priori c'était un minimum, pour dormir au moins du temps pour elle et songer à son art notamment dans un cercueil, dans son prochain cercueil. Donc c'était une femme hein, qui dormait enfin, qui passait du temps dans son cercueil et Oscar Wilde lui a écrit une pièce sur un personnage biblique, pour le coup très subversif aussi. Il y avait ce côté-là, la même époque victorienne. Bon, Oscar Wilde a très mal fini hein, parce qu'il a tout perdu quand enfin, son amant dénoncé pour homosexualité. Il a passé du temps en prison, les geôles, enfin, en tout cas c'est en Angleterre, parce qu'il était inverti et c'était interdit. Puis il a fini dans la misère, dans des conditions abominables, Oscar Wilde. Un personnage subversif qui est encore une fois châtié par la société. C'est quelque chose qui est important et qui était vraiment très visible à l'ère victorienne. Dracula est intéressant pour ça. Là, on voit le vampire subversif, oui, ça parle de tentation, mais le texte en lui-même et l'auteur et le contexte sont moraux et très chrétiens. C'est un personnage. Voilà, je pense avoir fini un peu sur Dracula. Ça ne s'arrête pas à lui parce qu'on a une modernisation du mythe depuis. Dracula, déjà Dracula, Stoker a posé le mythe moderne. Il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup revu depuis. Enfin, un des premiers films de Murnau, Nosferatu, qui a failli être détruit d'ailleurs par la famille de Stoker parce qu'il a été produit sans avoir les droits. En dit long était le début d'un film. Il y a énormément de films de reprises de Dracula, versions très différentes. Il y a toute une littérature vampirique qui a suivi. Donc, qui souvent s'est resté sur le mythe
de Stoker était considéré comme le mythe du vampire moderne. Et quand on dit un vampire aujourd'hui, souvent cette image nous vient de Dracula. Enfin, on pense surtout à la version du film de Todd Browning joué par Bela Lugosi. En attendant, j'ai remarqué plus à penser à cette version-là de Dracula. J'ai eu l'impression en Et tout cas. oui, parce que pour le côté visuel, quand on évoque quelque chose de visuel, mais et ça revient, le personnage dans le mythe, c'est-à-dire le fait qu'il ne sorte pas la journée, qu'il ait besoin, qu'il euh, réagisse aux croix, à la religion et tout ça, ce sont des choses qui se nourrissent de sang vraiment comme ça et qui puissent corrompre, des choses qui sont vraiment cristallisées déjà par Stoker. Et puis après, ça a été réutilisé, réutilisé, réutilisé. Euh, Il y a eu un changement qui était intéressant, on va se projeter quelques années plus tard, avec Anne Rice. Anne Rice, qui est une autrice américaine de Louisiane, de San Francisco. Je précise parce que c'est intéressant. Écrit dans les années 70, Entretien avec un vampire, puis Lestat le vampire, et grosso modo, les chroniques des vampires, qui font quelque part une rupture avec le mythe de Dracula et les mythes des vampires anciens. C'est-à-dire que dans Dracula, on l'a vu, le vampire est un monstre. Le vampire n'est pas un personnage. Le vampire est un monstre antagoniste. Et on se fiche de ce qu'il pense Dracula dans The Stalker. C'est pas important. Pareil, c'est l'inverse. Elle se place complètement du point de vue des vampires. Et les vampires, que sont Louis et Lestat au début de la série, après il y en a eu d'autres, sont des personnages qui sont de sensibilité surnaturelle. Ils sont plus humains. Ce sont vraiment des personnages très différents et qui changent. Il y a vraiment une rupture avec la littérature d'Anne Rice sur la vision du vampire. Et en fait, on revient quelque part à une vision romantique du vampire qui est plus ce monstre effrayant, mais qui est un personnage touchant et victime de tragédie, ce qui est vraiment passionnant. Elle aborde aussi des thèmes de manière plus ou moins involontaire, mais notamment sur l'homosexualité. Il y a toute une ambiguïté sexuelle dans Entretien avec un vampire, que ce soit le livre dans les années 70, le film qui est venu dans les années 90, entre notamment Lestat, puis Louis et Armand, qui est un autre vampire du roman. Donc là, il y a cette ambiguïté. Et c'est pour ça que je parlais de San Francisco qui est intéressante, parce que Anne Rice a fait ses études à San Francisco. Et les années 70, on est en plein dans l'époque de libération sexuelle. Anne Rice a aussi écrit de l'érotique d'ailleurs. Je n'ai pas lu. Infortune la Belle au Bois dormant. A priori, c'est très trash. Hein, ça va bien plus loin que les avoués qu'on a aujourd'hui. Et ce côté libération homosexuelle, elle a vécu dans le quartier Castro, hein, qui est le quartier gay de San Francisco, et elle est devenue un peu une icône gay aussi. Là, c'est le côté subversion aussi, il faut se replacer dans les années 70. C'est pas si évident d'être homosexuel à l'époque, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Pour cette population, ce texte, quelque part, est subversif parce que il joue encore sur la bisexualité dans le texte. Ça, Anne Rice est claire dessus. Le fait elle le dit, que le fait qu'elle ait été une icône homosexuelle, enfin, LGBT, c'était involontaire, hein, ça s'est fait comme ça, mais c'était pas une volonté de sa part. Par contre, le fait que qu'elle soit bisexuelle, ça, c'est quelque chose, il n'y a rien à faire et c'était noté. Donc, c'est vraiment un personnage, vraiment quelqu'un qui est dans son époque, une époque très différente de Londres victorien, et qui est intéressant, hein, qui est là, le vampire permet aussi de montrer une libération sexuelle aussi. Hein. Quand on se replace dans les 70, c'est particulièrement choquant cette situation. Et ça permet de revenir aussi sur Dracula, mais une autre version de Dracula, c'est la version de Coppola. Quelque part, trahit le livre original. Il y en a qui pensent que c'est pour le mieux, il y en a qui pensent que c'est pour le pire. Donc moi, je pense plutôt que c'est pour le mieux. Et dans le Dracula de Coppola, on touche aussi aux thématiques LGBT. On voit les scènes entre Dracula et Nathan Harker, donc joué par Keanu Reeves et Gary Oldman, dans le château. Un côté possessif, vampire, côté séducteur.
et une ambiguïté sexuelle à ce moment-là. Les mœurs d'ailleurs, les mœurs du film sont bien plus légères que les mœurs du livre. On n'est plus dans des personnages qui doivent rester dans la chasteté absolue, qui sont jugés parce qu'ils sont plus pieux. Beaucoup moins manichéen en fait, comme film. Le film s'affranchit de ce côté très victorien de Dracula. On garde l'esthétique, et c'est beaucoup plus, comment dire, plus moderne à ce niveau-là. Il y a certaines scènes d'ailleurs du film qui sont assez sexuelles, alors que le livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, le met sous table, hein. On ne voit jamais rien dans le livre, alors que le film de Coppola, ne dit pas. Il y a une autre chose qui est intéressante dans le film de Coppola, c'est qu'on reste aussi dans les débuts des années 90. Alors c'est quelque chose qu'il dit lui aussi. C'est jamais très clair du comment, du pourquoi, de ce que ça apporte, mais ça parle beaucoup. Le film peut être vu aussi comme une métaphore du sida, mission du virus HIV, notamment dans les populations homosexuelles. Au début, on croyait que c'était virus, en fait, en la population gay, ce qui a été un succès, ce n'était pas le cas, mais en tout cas, au début, c'était perçu comme ça. Donc là, on a encore un texte qui s'inscrit dans l'époque, un texte, un film, touche des thématiques euh, qui sont, euh, qui sont subversives par rapport à la société traditionnaliste. C'est toute l'époque, voilà, des années 70 à 90, avec ces œuvres-là, parce qu'il y a d'autres œuvres qui sont très différentes. Ce sont des points qui sont très importants, intéressants pour voir en quoi le vampire, cette fois, n'est plus un archétype de ce qu'il ne faut pas être, mais plus quelque chose de libérateur. On a des visions un peu similaires alors ça je l'ai moins étudié, donc je vais moins aller dans les détails, mais de la vision de Lucifer aussi à travers les époques. Et deux diables tentateurs et très noirs est devenu quelque part un archétype du rebelle qui refuse l'ordre établi et qui finalement fait son chemin envers et contre tout. Donc une romantisation aussi de Lucifer, qui quelque part peut faire un parallèle avec cette romantisation, enfin, vision euh, libératrice et rebelle du vampire que sa vision originelle et sa vision victorienne. D'accord. Ok. Après, j'ai une autre question, mais ça abordera plus du coup le vampire dans les années 2000-2010. Bien Euh, sûr. ouais, c'est que certaines sagas de vampires contemporaines, bon, comme par exemple du coup Twilight, mais il y a aussi le manga Vampire Knight qui est un peu moins connu, qui en font du coup l'objet de critiques par justement des personnes vraiment passionnées par le sujet du vampire, car selon eux, ne respectant pas le canon vampirique. Est-ce que toi tu trouves que ces critiques sont justifiées ou est-ce que tu vois un intérêt à ces interprétations du mythe vampirique? Alors, j'aurais une réponse en deux points là-dessus, je pense. Alors, tout d'abord, il y a effectivement une poursuite de ce que Anne Rice a entamé avec l'urban fantasy. On a eu d'ailleurs un passage, le vampire à la base c'était un personnage fantastique et d'horrifique en termes de genre. Un peu, c'est passé dans l'urban fantasy. Quand même, euh, le merveilleux, enfin en tout cas le surnaturel, est accepté. Hmm. On passe d'un concept où c'est plus ou moins ambigu, c'est effrayant forcément, à forcément effrayant. Ça devient normal. Et il y a eu une période très intéressante avec Buffy notamment, et là aussi qui commence dans les années 90, je crois que c'est 95-96 le début, et ça montre des vampires aussi qui sont humains, qui cherchent leur âme. Et, pour moi, Buffy est une œuvre vraiment excellente, hein, qui vaut vraiment le détour, qui arrive à aborder tous les points, beaucoup de points très difficiles de l'adolescence par le prisme de cette chasseuse de vampires, et qui est une série qui peut être très profonde en gardant un côté pop et moderne. Et donc en ça, je vais pas dire que c'est mal qu'on ait une évolution du vampire. D'ailleurs, on l'a vu dans l'historique du vampire, hein, ça c'est oui, Bram Stoker l'a cristallisé en 1898 ou 99. Et c'est un mythe multiple. Il n'y a pas de raison de s'imposer et de dire oui, mais non, ça ne respecte pas le mythe. Quand on voit les origines du mythe,
ça vient de partout. Il y a des. Tu parlais de Vampire Night, alors je connais pas, mais c'est japonais, c'est ça? Un manga? C'est un manga, exactement, oui. Ils ont aussi des mythes là-bas asiatiques du vampire qui sont pas les mêmes. Alors souvent, je sais que les Japonais se réapproprient pas mal les mythes européens quand ils parlent de vampire. Et il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait un syncrétisme. De toute façon, le vampire est une métaphore. Et tant qu'il sert son propos, c'est intéressant. Et ça me fait revenir aussi à Twilight, qui est un cas intéressant. Du coup, j'ai regardé un petit peu parce que c'est. Alors, je ne l'ai pas vu et pas lu. J'avoue que d'un point de vue artistique, ça m'intéresse. Et il faudra quand même que je m'y mette un jour pour pouvoir en discuter. Mais je suis beaucoup plus mitigé. Enfin, le côté perçu de Twilight, c'est qu'on le vend comme, on va dire, du romance plutôt jeune adulte qui parle de vampirisme. Et voilà, c'est pas un livre de vampire, on n'est pas dans pas dans le fantastique, on n'est pas dans ces genres-là. À ce niveau-là, ça m'attire pas beaucoup. Là, c'est un point personnel. Après que ça puisse attirer d'autres personnes, je comprends. Le souci de Twilight, de ce que j'ai pu en lire, donc là encore, c'est un avis, il faudrait que je me le forge vraiment en définitive pour affirmer par rapport à l'œuvre, c'est que c'est une œuvre mormone, Twilight. C'est écrit par une autrice mormon, hein, donc une communauté puritaine américaine. Et cette œuvre montre notamment la résistance de la tentation du sexe hors mariage. Donc c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est une œuvre, Twilight, très traditionnelle, voire ultra traditionnaliste. Du coup, je me suis renseigné un peu sur les personnages quand même, hein, et quand on voit les héros vampiriques, donc la belle famille, ce sont des vampires qui sont végétariens, qui sont moraux. Et le héros ne couche pas avec l'héroïne avant le tome 3 ou 4, enfin, avant le mariage en tout cas. Un personnage qui est moral. Et, un peu l'anti-vampire par excellence. Et on a à côté des vampires qui sont moins moraux. Et dans l'univers de Twilight, il y a des vampires qui sont italiens, alors j'ai pas envie de dire bêtises, qui eux sont beaucoup plus des vampires traditionnels et beaucoup plus cruels et qui sont beaucoup plus frontaux, qui se nourrissent de sang humain. Quelque part, ça fait que cette œuvre, on a ces vampires, ces petits vampires américains qui sont moraux, sont pieux, sont aussi bien que les humains, et qui résistent à d'autres vampires italiens qui sont beaucoup plus féroces. Et comment ça peut être interprété? Ben, mine de rien, ça peut être une allégorie de la religion des Mormons. On a ces vampires qui sont finalement bien, hein. On les voit, ils ont l'air effrayants comme ça, les Mormons, mais en fait, ils sont bien, hein. Ils sont pas si dangereux, ils sont moraux, et c'est tout, quoi. Ce sont des gens très bien. Par contre, l'Église catholique et l'ancien, et du coup, cette opposition, là, eux, c'est vraiment méchant. Donc, je simplifie un petit peu. Et à ce côté, euh, où on peut voir Twilight comme une œuvre presque politique de propagande. Et c'est alors qu'on percevra pas forcément en France parce que on n'est pas au contact des Mormons, on n'est pas au contact, on n'a même pas ce côté religieux qu'ont les Américains. Donc ça passe plus comme une petite romance et puis voilà. Et puis c'est un petit peu bizarre que bon d'accord ils se retiennent avant le mariage, admettons, il y a ça dans plein de livres Harlequin. C'est pas spécialement important. Dans le contexte américain, ça prend une toute autre signification parce que on est dans un contexte où les Mormons existent et où où le côté religieux est toujours beaucoup plus développé. Et en ce sens, Twilight, j'ai envie de dire, c'est presque une œuvre de contre-subversion en fait. Et c'est une œuvre ultra traditionnelle, encore plus loin que Dracula dans la notion de l'importance de garder ses valeurs morales. Même le vampire est héros et finalement en moral. C'est une œuvre qui est intéressante. Il faudra quand même que je la voie parce qu'il y a des choses, je pense, à dire dessus et qui ne sont pas forcément positives de ce point de vue-là. Le message fondamental derrière, je n'y adhère pas. D'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toute la littérature qu'on dit beat lit en France, urban fantasy vampirique, qui est souvent liée à la romance, peut parfois dénaturer le vampire, c'est vrai, et on a le vampire qui est en fait, j'aurais tendance à dire que tant que l'œuvre est bien et qu'elle est faite avec soin, c'est spécialement important. Le vampire n'appartient à personne. Un mythe universel et vraiment qui est interculturel, vraiment, qui est mondial. Des différences locales, mais qui est mondial.
Donc, en quoi est-ce que quelqu'un aurait plus la vérité sur le choix de son utilisation de vampire dans un texte? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Peu importe, c'est intéressant. Et puis le mythe évolue et c'est normal, il évolue avec son temps. C'est pas forcément les histoires que je vais aller chercher moi, mais ça n'empêche pas d'autres de les apprécier. Là-dessus, j'ai pas de souci. Tant que ce sont des livres qui sont de qualité. C'est encore une complètement autre question, forcément, qui est pas forcément. D'accord. Donc en fait, c'est pas tant le fait qu'on brise le mythe du vampire qui te pose problème, toi, c'est plus le message qu'il y a derrière. Enfin, le message lié aux Mormons. C'est bien compris. Twilight en tout cas. Avec Mais toi. oui, c'est ça. Et ça peut être le cas aussi dans certaines formes de romances vampiriques où finalement le vampire est une sorte souvent hein, de bad boy et qui est là et qui est un peu dark. C'est le vampire qui est attirant, mais en même temps il faut pas trop s'approcher. Voilà, c'est l'archétype du bad boy et de fantasme. Et ça, quand même, ça remet des héroïnes qui sont en besoin de reconnaissance par cet homme et ça reprend des thématiques de romance très traditionnelles, encore une fois, et pas du tout dans le progrès, dans l'émancipation féminine. Là-dessus, ça me pose plus de soucis. Mais que ce soit le vampire ou que ce soit autre chose, c'est pas forcément gênant. De toute façon, le vampire en tant que mythe, euh, euh, ne va pas se définir par cette littérature moderne. Elle joue un rôle. Hein. C'est vrai que quand on aime les vampires à l'ancienne, c'est parfois compliqué de trouver chaussure à son pied de manière artistique. Pourtant, ça me l'a beaucoup fait quand j'ai découvert, après avoir découvert Anne Rice, j'ai cherché d'autres livres à me mettre sous la dent. Je suis tombé sur tous les livres de Beat justement. J'étais très déçu parce que ça ressemblait pas du tout à ce que moi j'avais envie de retrouver dans le mythe du vampire. Depuis, j'en écris ou on en publie. Hein. C'est une autre façon de voir les choses. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc là-dessus, je ne pourrais pas juger vraiment l'utilisation d'un mythe. Les gens font ce qu'ils veulent. Et c'est un personnage qui est subversif par essence et qui se rebelle et qui n'est pas dans les normes. Donc, dommage de le normaliser, je trouve, mais c'est dommage de le normaliser dans ses visions toujours des copier-coller du même dans l'habitude, c'est pas forcément intéressant. Et faire des copier-coller du Dracula originel, pas intéressant non plus. Donc la difficulté aujourd'hui, en termes littéraires cette fois-ci, hein, plus que sur le mythe, de se l'approprier, de ressentir soi en tant qu'artiste, que le vampire apporte. Donc c'est pas forcément ce qui a déjà été fait. Il n'y a pas un socle traditionnel à suivre, et ce serait même horrible. Enfin, c'est toute la conférence que je viens de faire, c'est pour dire que le vampire, il ne tient pas dans les traditions. Si c'est pour dire, bah oui, il faudrait qu'il tienne dans la tradition de non-tradition, Ouais, c'est un manque. bien sûr. Alors il y a Audrey qui vient de m'envoyer un message privé qui complète un peu ce qui vient d'être dit. Elle dit bonjour. Ce qui peut être intéressant dans la figure du vampire vue dans Twilight, c'est le fait de tirer le vampire du côté de la figure de l'ange. Au soleil, il s'illumine comme un halo dans un ange, il s'illumine dans un halo comme un ange, et d'avoir ce contraste bestialité-angélisme. Ah, mais c'est pas étonnant, mais parce que enfin, les vampires de Twilight ne sont pas des vampires en fait. Hmm, Et, et je pense quelque chose peut-être alors je connais pas l'autrice, hein, compliqué des fois de se projeter dans l'esprit d'un auteur. Des fois, juste en discutant avec un de nos auteurs, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce que j'avais saisi. Donc, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas lu, je vais avoir du mal à pouvoir faire une analyse fine. c'est ça. Et peut-être qu'elle est juste le vampire et puis elle l'a mis comme ça et puis voilà, et puis c'est tout. Mais elle ne respecte pas l'essence du vampire et plutôt elle l'utilise pour autre chose. Hmm. Après, bon, elle en fait ce qu'elle veut, mais c'est le côté mormon, voilà. Le côté angélique me choque pas parce que c'est tout à fait la vision que peut avoir une église puritaine. Bien sûr. Du coup, il nous reste une dernière petite question. Après, on va passer tout de suite aux questions du public parce on a perdu, ça a pris beaucoup de temps pour développer tout ça et il nous en reste très peu. Comment tu verrais l'évolution du vampire dans les prochaines décennies, de ton côté? Alors, c'est compliqué à dire. Je vois qu'il y a quand même pas mal de livres de vampires aujourd'hui qui sortent, qui sont dans le vampire romantique ou gothique, donc de l'époque 18e, 19e, qui respectent l'esthétique
les thématiques sans forcément en se l'appropriant, bien sûr, parce que c'est là que c'est important, c'est jamais de faire le vampire tel quel. Bah, nous là-dessus, j'en profite pour faire le coup de pub, hein, mais on a un, on a un livre qu'on est en train de préparer là, en campagne de financement participatif pour le moment, sur une autrice de chez nous qui a déjà publié sur des vampires et qui adore ça. Et là, c'est aussi un livre qui fait la liaison entre le vampire traditionnel du 18e, 19e et le côté, on a un vampire qui a une âme et qui a une identité, une personnalité, une humanité. C'est quelque chose qui aujourd'hui, et on voit ça aussi, particulièrement intéressant, je pense, à voir. Se projeter dans plusieurs décennies, en revanche, bien du mal parce que le vampire répond beaucoup à des modes aussi. On voit ça, il y a il y a des resurgences. Il est réapparu au XVIIIe siècle alors qu'il s'était un peu éteint avec le Moyen Âge. Il a fait une grosse apparition à la fin du 19e et puis là, il en a refait une à partir des années 70, dans les années 2000 avec d'autres livres. En fait, il y a vraiment c'est un mythe qui n'est jamais éteint. Quand on voit, il y a toujours des histoires de vampires, même pendant les années où c'était pas spécialement à la mode. Avant les années, je crois que c'était les années 2005 que c'est vraiment revenu, enfin milieu des années 2000. Il y a quand même le jeu de rôle Vampire qui était là depuis les années 90 et qui fonctionnait très très bien. Vampire est toujours là, parfois en contre-culture, et puis toute la culture goth aussi qui s'inspire aussi beaucoup de Vampire en tant que, soit en tant qu'esthétique ou en tant que thématique. Ça réapparaît aussi en musique, le vampire. C'est pas seulement lié à la littérature, c'est pas seulement lié au cinéma ou à ces œuvres-là. C'est un personnage, enfin c'est un mythe qui est toujours quelque part là, se réinvente régulièrement, change un peu, mais quand on voyait entre le 19e et l'Antiquité, finalement, les thématiques étaient pratiquement les mêmes. Donc, aujourd'hui, ça change, hein, la société évolue plus rapidement qu'avant, mais il faudrait que j'ai une idée de comment la société va évoluer dans les 20 ou 30 ans pour pouvoir te dire comment est-ce que le vampire va évoluer dans 20 ou 30 ans. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je comprends. Je pense pas que c'est un mythe qui va s'éteindre. Je pense que c'est un mythe qui va s'adapter, qui va changer, qui parfois reviendra à des choses un peu plus anciennes dans l'inspiration. Il y aura toujours aussi beaucoup de copies enfin, et de photocopies, mais c'est pas le plus grave à la rigueur. Je pense que le mythe en a encore pour un moment. Il existe depuis au moins 4000 ans qu'il existe dans ses formes initiales, au minimum. Donc, je pense qu'il va pas s'éteindre tout de suite. D'accord. Du coup, on va passer aux questions du public. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? Vous pouvez démuter votre micro. Personne? J'ai reçu un message. Ah! Ah, il y a une question qui m'a été envoyée par MP. Euh, Dis-moi. de Audrey. Merci pour la conférence qui m'a rappelé mon sujet de mémoire sur la figure du vampire dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, ce sont toujours des figures féminines qui sont les vampires. Je ne me rappelle pas de personnages masculins. Je n'ai pas bien compris à quel moment et pourquoi il y a eu un basculement. Pourquoi de plus en plus de vampires mâles? C'est vrai que le basculement, bon, j'ai l'impression que ça s'est surtout fait au XVIIIe siècle, mais c'est vrai que il y a une masculinisation du vampire qui s'est faite assez rapidement. Et même au 19e, je dirais, parce que c'est vrai que Dracula est un personnage masculin, et à partir de là, on a surtout des personnages masculins. Alors, dans les légendes locales, donc ça, bon, je les ai pas creusées non plus hein, à ce point-là, mais dans les légendes locales, les pays de l'Est notamment, ça avait l'air d'être mixte, hein, les vampires, et je pense au Moyen-Âge aussi. Le personnage en tant que. Au Moyen-Âge, c'est encore ambigu, parce qu'il y a toute cette notion de est-ce que le vampire, le cas qui est vraiment identifié ou non. C'est pas toujours évident. Mais au les pays de l'Est, j'ai l'impression que c'était assez mixte. C'est ce que Stoker a repris dans son livre. Mais Stoker vraiment intéressé plutôt mythe, mythe des pays de l'Est. Enfin, c'est mythe. Légende plutôt, du coup, que mythe. Parce que là, on est plus dans du local. Hmm. Les mythes, on est plus quand même dans quelque chose de global. Et c'est vrai que l'Antiquité, on est plus sur quelque chose de mythique. Le Moyen-Âge, entre les deux. Et ce côté que Stoker fait, c'est documenté, et donc on est sur de la légende. Là, c'est vrai que
depuis, c'est cristallisé en masculin. Personnage. Et bah, c'est une conférence, la première conférence que j'ai faite sur le vampire, c'était ça, c'était le vampire féminin. Comme quoi, avec Audrey, il faudra qu'on discute après, ça peut être intéressant. Mm. Et ce côté, effectivement, du vampire qui est à la base une figure féminine. Et c'est pour ça que je l'ai lié de tout au long de la conférence à la sorcière, parce qu'on est encore sur ce côté sorcière-vampire féminin. Et depuis Dracula, c'est beaucoup moins le cas. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup le vampire en tant que masculin, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films. Il y a aussi des vampires féminins, mais j'ai l'impression qu'il y a une majorité de vampires masculins. Alors la Beat Lit principalement, mais c'est quand même plutôt une littérature romantique à destination d'un public féminin, et c'est plutôt de la romance hétéro la plupart du temps. Donc forcément, le vampire est plutôt masculin dans cette littérature. Je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion sur sa masculinisation à ce niveau-là, parce que ça joue sur l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est une question très intéressante, et c'est assez compliqué de savoir, parce que bah, les choses, c'est des changements qui se font, qui mettent des années, voire des décennies ou des siècles à changer. Mm. Il y a Audrey qui rajoute merci pour la réponse et qui avait rajouté juste avant oui, je serais ravi d'en discuter avec toi. Donc, bon. Dans ce cas, Audrey, pense à démuter ton micro parce que ça va être très compliqué comme ça. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Alors, je vais voir si Audrey, elle est pas juste mute serveur. Des fois que ce serait ça que je l'aurais pas remarqué. Non, ça n'a pas l'air d'être mute serveur, donc non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Ah, ah, c'est un souci de connexion, d'accord Audrey, excuse-moi. Du coup, j'ai été si clair que ça, bon bah tant mieux. Bah, c'est vrai que tu as dit pas mal de choses, des choses très intéressantes, et c'est vrai que là, c'était très développé. Pendant un moment, j'ai cru qu'on allait dépasser les 1h30. Je me suis dit, bon, J'ai accéléré un peu sur la fin, je pense qu'on pouvait rester plus longtemps. il n'y a pas de souci. Bah écoute, si personne d'autre a une question, bon là, il y a visiblement Audrey qui veut dire quelque chose. Au pire, si c'est une question, on terminera avec celle-là, et sinon... De toute façon, Elle dit, mais on pourra en discuter via Facebook vu que j'ai Morgane en ami. Bon, tant mieux. nous on pourra, enfin, moi je suis disponible, alors peut-être pas tout le temps, mais sur le stand de Noir d'Absinthe qui est sur Virtual Livre, il y aura certains de nos auteurs aussi. De toute façon, c'est l'occasion d'échanger. Et je crois que c'est demain de 16 à 18 heures. Il y a justement les deux autrices, donc Louise qui écrit pas mal sur les vampires et qui a aussi fait des mémoires sur la figure monstrueuse, romantique, surtout 19e. Donc c'est l'occasion de poser aussi des questions et de s'intéresser. Elles sont là demain de 16 h à 18 h, je crois, les illustratrices sur le stand de Noir d'Absinthe. De toute façon, on est là, nous, tout le week-end. Après, s'il y a des gens qui ont la conférence en différé avec l'enregistrement, il n'y a pas de souci, nous, on est là. J'aurais bien voulu caler la conférence pour samedi, mais il y avait eu un petit imprévu avec une autre conférencière, du coup on pouvait pas. Pas de souci. Ok. Bah, je pense qu'on peut terminer la conférence sur ça. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Du coup, un grand merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Moi, c'est vrai que c'est un personnage, le vampire, c'est un mythe qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas fait d'études universitaires dessus. Ce que j'ai dit, c'est pas mal cherché aussi de moi-même, et ce sont des interprétations personnelles. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais ça vaut le coup de le redire. Bien sûr. Je pense que de toute façon, c'est un mythe qui est sujet à interprétation, qui est tellement riche. Je prends souvent le prisme juste de cette différence, cette identification avec les femmes et avec ce rejet du féminin. Je pense à une façon très intéressante de voir le vampire. Pas sûr que ce soit la seule. Je pense que le vampire est tellement, bah, comme tout mythe, tellement large. Je pense qu'on peut encore creuser pendant longtemps et faire vraiment des études sur certains aspects spécifiques du vampire. Voilà, j'espère que ça a intéressé tout le monde en tout cas. Ça m'a fait très plaisir d'être là, donc merci à toi pour l'animation et Y a pas de problème. Virtual Livre pour avoir organisé ce salon. C'est quand même très chouette de pouvoir faire une conférence comme ça, alors que là on a plus de conférences pendant un moment. Ouais. Heureusement qu'on a ça effectivement. Eh ben écoutez, c'est sur ces mots que s'achève cette conférence. Merci à tous d'y avoir assisté.
N'oubliez pas que du coup, juste après, du coup, il y aura des streams sur le Twitch de Virtual Livre. Les liens sont dans l'accueil. Et après, pour la prochaine conférence, la prochaine conférence est de 20h30 à 22h. C'est comment vendre un livre de nos jours avec Oru. Si vous voulez y être, soyez au rendez-vous. Et pour les autres, ben à la prochaine et bon salon du livre. Voilà.